Alors bonjour à tous et bienvenue à ce 4e Café de l'IRES. Donc en tant que chargée de mission à l'Institut pour la recherche en santé publique et modératrice de ce 4e café, j'aimerais vous rappeler brièvement les concepts de ce format avant de laisser la parole à notre intervenant du jour. Donc les cafés de l'IRES, c'est un format qui a été proposé par notre institut depuis maintenant 1 an, qui vise à valoriser les projets de recherche qui se sont récemment finalisés. C'est un format qui se veut court, d'une durée d'une 30aine de minutes, visant à vous offrir après votre déjeuner, durant votre pause café, la possibilité de prendre connaissance des résultats d'un projet de recherche particulier. Ce format se divise en 2 parties principales, la première dédiée à l'exposé oral du chercheur en une 15aine de minutes, et une seconde partie qui vise à échanger avec ce dernier en lui posant vos questions et vos remarques. Pour cette deuxième partie, n'hésitez donc pas à poser vos questions sur l'onglet dédié à cet effet, chat et questions, et nous pourrons les distribuer par la suite à l'intervenant. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Christian Bellagda, qui est économiste des drogues et des conduites addictives et professeur à l'Université de Lille. Il est ici pour nous présenter les résultats d'un travail de recherche qui a porté sur les avertissements sanitaires apposés sur les paquets de cigarettes. C'est un projet qui a été retenu dans le cadre de notre appel à projet, reporté avec l'INCa, qui visait à réduire et lutter contre le tabagisme. Les fonds de cet appel sont issus du Fonds de lutte contre le tabac, qui aujourd'hui s'est étendu et est connu comme Fonds de lutte contre les addictions. Écoutez, voilà pour les principales informations. Je vais laisser donc la parole à Christian et je vous dis dans une 15aine de minutes pour le temps de questions. Merci Laura. Alors, vous m'excuserez pour des problèmes techniques, j'ai pas la main sur mon PowerPoint, mais Célia va le diffuser. Voilà. Ah, non. Le voilà. Voilà, merci beaucoup. Alors effectivement, je vous présente les résultats d'un projet de recherche qui a été financé par l'IRESP sur le fonds de lutte contre les addictions. Il s'agit de l'étude New to Pack. Alors c'est un mauvais terme, un mauvais acronyme, mais l'étude consiste à nudger, même si le terme n'est pas joli, des avertissements sanitaires apposés sur les paquets de cigarettes. On va en discuter. Alors, vous le voyez, la date de démarrage était le 29 avril 2019. On prévoyait de finir l'étude en octobre 2020, sauf que on a eu quelques soucis, vous pouvez l'imaginer, et on l'a terminé l'an dernier selon un protocole légèrement modifié. On en rediscutera. Alors, effectivement, c'est l'Université de Lille et moi-même qui étaient porteurs du projet, avec comme participant à cette étude, alors une collègue, Sophie Massin, qui fait partie du même laboratoire que moi, mais qui, elle, est à l'Université d'Artois à Reims, et surtout, des collègues de l'Institut catholique de Lille, de l'Anthropolab, qui sont des expérimentateurs, qu'ils soient économistes ou psychologistes. Alors, les économistes, c'est Nicolas Vaillant et Fabrice Lelec. Fabrice Lelec qui est maintenant à l'Université de Lille, mais peu importe. Et 2 psychologues, Anthony Pierre-Matteo et Antoine Deplanque. Alors, effectivement, l'étude traite des avertissements sanitaires et du paquet neutre. Alors, faisons une légère revue de littérature pour contextualiser notre étude. Les avertissements sanitaires sont efficaces dans la lutte contre le tabagisme, et ce, d'autant plus, nous dit la littérature, que le texte et le pictogramme, ils sont visibles, compréhensibles, de grande taille, et qu'ils suscitent des émotions négatives. Plus particulièrement, le pictogramme importe peut-être plus que le texte parce qu'ils sont plus attractifs, qu'ils génèrent plus d'attention, qu'ils génèrent plus de réactions émotionnelles aussi, et en particulier des réactions négatives vis-à-vis non seulement du paquet en tant que tel, mais aussi du tabac. Alors, les revues de littérature nous soulignent qu'ils augmentent le texte et le pictogramme, les intentions à ne pas commencer à fumer et les intentions à arrêter de fumer, que ça soit en population générale, chez les jeunes ou chez les jeunes adultes.
Plus précisément, quand le texte ou le pictogramme ou les deux subissent des évolutions, c'est-à-dire quand on passe du texte plus le pictogramme ou qu'on augmente la taille du pictogramme, de l'avertissement, eh bien les connaissances des gens, que ce soit sur les conséquences du tabac, du tabagisme passif, des constituants du tabac, du pictogramme en tant que tel, mais aussi de la présence d'une ligne téléphonique d'aide à l'arrêt, eh bien toutes ces connaissances augmentent. Les tentatives d'arrêt et les tentatives d'abstinence également. On constate des consommations et des prévalences qui diminuent et une attention accrue chez les fumeurs et les non-fumeurs, qu'ils soient adolescents, jeunes adultes et adultes. Cette attention, eh bien, sur les avertissements augmente. Ça génère un rappel de pensée sur les conséquences du tabac en augmentation, c'est-à-dire que les gens sont de plus en plus enclins à eh bien, se rappeler que le tabac est néfaste pour la santé. Les perceptions des gens que les avertissements réduisent le tabagisme et incitent à arrêter augmentent également. Tout ceci était finalement sur les avertissements, le texte et le pictogramme. Sur le paquet neutre en tant que tel, il a été montré que le paquet neutre, le paquet standardisé, pouvait réduire les prévalences, car il génère finalement une moins grande attractivité du paquet de cigarettes et qu'il dégrade la qualité perçue du tabac. Il véhicule moins de cool, on peut s'en douter, hein, moins de couleurs, moins de couleurs vives, et qu'il renforce finalement les avertissements sanitaires. Il modifie ce paquet standardisé les perceptions. Le tabac apparaît comme plus dommageable lorsqu'il est dans un paquet standardisé que quand il est dans un paquet commercial. Il favorise les pensées à arrêter, il renforce la détermination et il diminue la tentation à commencer ou à fumer. Selon l'OMS, eh bien, le paquet standardisé apparaît être une intervention de santé publique efficace. Alors, cette rapide revue de littérature, elle est quand même contextualisée à partir de la question de la mesure. Effectivement, nombre d'études reposent sur des données déclaratives, dont on connaît certains biais, ou alors sur des études longitudinales observationnelles, ici avec le problème eh bien, d'isoler l'effet soit des avertissements, soit du paquet neutre, soit les deux, dans une mesure de politique de contrôle du tabac, et les études observationnelles ont du mal à isoler les effets purs. Les essais contrôlés randomisés, vous imaginez bien qu'ils sont plutôt rares dans le domaine. Et les mesures comportementales expérimentales reposent elles aussi souvent sur des données déclaratives avec des biais de désirabilité sociale, par exemple, qui peuvent eh bien, bouleverser un peu les résultats. Alors aujourd'hui, les neurosciences, l'imagerie, investiguent beaucoup ces problématiques de façon fort intéressante, mais encore une fois, avec quelques défauts, parmi d'autres. Effectivement, c'est calibré sur des hypothèses et ça n'est pas une mesure de vrai comportement. Alors, quelques papiers ont tenté d'aller voir des vraies mesures comportementales à travers, par exemple, l'acte d'achat. Et il existe quelques papiers, un papier de Trasher, par exemple, qui eh bien, utilise les enchères. Combien les gens seraient prêts à payer en renchérissant pour ne pas être confrontés à tel ou tel type d'avertissement. Et on constate que cette mesure de l'acte d'achat, l'acte d'enchère ici est plutôt prometteuse et intéressante. Mais encore une fois, les enchères ne sont pas un acte courant de la vie quotidienne et on pourrait supposer certains biais. Alors, dans ce contexte de revue de littérature et des questions de mesure, nous nous sommes posé la question finalement de eh bien, la willingness to pay, la disposition à payer des individus. Disposition à payer des individus que nous avons replacé dans une expérience contrôlée randomisée, alors qui était prévue dans les locaux de l'Anthropolab de l'Institut catholique de Lille, mais qui finalement, eh bien, pour les raisons que vous connaissez, on a dû modifier le protocole et faire ces expériences en ligne. Expérience en ligne où, eh bien, dans un premier temps, on a construit des messages et des avertissements, des pictogrammes positifs, comme recommandé dans la littérature par Pang et ses collègues en 2021, auprès de non-fumeurs et de fumeurs, sachant que les fumeurs
eh bien, on a posé des questions d'addiction à la nicotine à travers un Fakirström simplifié, comme recommandé par Trasher et Al en 2019. Et notre mesure comportementale, eh bien, c'était la disposition à payer, sa disposition à payer pour les fumeurs, à acheter un livre présentant une méthode d'arrêt du tabac. Alors pour les non-fumeurs, leur disposition à payer, on l'a mesurée grâce à leur disposition à faire un don à une association de lutte contre le tabac. On a couplé ces mesures comportementales des questions classiques de réaction, émotion, intention, à travers l'envie, la réflexion, la colère, la peur, la pénibilité, la crédibilité des pictogrammes, les intentions à ne pas commencer, les intentions à arrêter, etc., etc. Et toutes ces questions et toutes ces mesures comportementales, eh bien, on les a posées à des gens qui ont été exposés à différents groupes tests, nos groupes nudgés, selon différents leviers psychologiques, et des groupes témoins. Alors, sur les groupes, effectivement, je vous les présente, on a confronté en ligne pendant quelques secondes, selon un protocole établi, les participants à cette expérience. Voilà, commitment, l'engagement, qui a été un levier psychologique recensé dans la littérature, avec une sélection des pictogrammes et des avertissements dont je passe, mais on pourra en discuter. Voilà, on a créé ces pictogrammes pour ma santé. Aujourd'hui, je fume moins. Aujourd'hui, je m'engage à moins fumer. Vous voyez, avec des pictogrammes et des messages plutôt positifs et qui ne génèrent a priori pas d'émotions négatives. Autre levier, l'encapacitation, l'empowerment qu'on a voulu tester. Par exemple, regardez le deuxième, moi je l'aime bien, mais arrêter de point on en est capable. Et on avait mis un petit zigouille sur le paquet, j'arrête de fumer pour cette personne en guise de motivation, d'empowerment. Ou alors le deuxième qui est très campagne Obama, Yes We Can, ici c'est vous pouvez arrêter. Voilà, des messages positifs comme ça d'empowerment. Troisième levier, la dissonance cognitive, parce que c'est vrai que les gens ont des comportements alors qu'ils souhaiteraient autre chose. Par exemple, le troisième, vous voulez moins fumer, cette cigarette n'est pas nécessaire. Ou le quatrième, votre santé est importante, point d'interrogation, les gens répondent oui, a priori, alors pourquoi fumer? Point d'interrogation. Voilà, les avertissements dissonants comme ça, on a voulu tester ça parce que dans la littérature, encore une fois, et sur d'autres problématiques que le tabac, la dissonance cognitive peut être efficace. Un des derniers points qu'on a voulu tester n'est pas un levier psychologique, mais plutôt une autre politique de prévention à travers la réduction des risques, parce que, encore une fois, dans la littérature, on a trouvé que ça pouvait être un moyen d'amener les gens à changer de comportement. Voilà, alors réduction des risques à travers la mise en avant de la cigarette électronique ou de dire que l'envie passe au bout d'un moment lorsqu'on essaye de s'abstenir. Voilà, vous pouvez vous passer de celle-là, alors cigarette dans une main, cigarette électronique dans l'autre, ou alors le dernier qui est plus explicite encore, fumer moins, vapoter plus tôt pour amener les gens peut-être à réduire les risques du tabagisme. Alors, ces groupes nudgés, ces groupes tests, on les confronte à des groupes témoins, voilà, plain packs, no warnings, donc des paquets standardisés sans rien, juste la marque, ou encore des paquets standardisés avec des avertissements conventionnels, voilà, qui font peur, qui suscitent des émotions négatives. Et évidemment, eh bien, le dernier groupe test, eh bien, c'est les anciens paquets commerciaux avec, encore une fois, des avertissements sanitaires générant des émotions négatives. Alors, on a eu 860 participants à cette expérience en ligne. Il faut savoir que le pool de participants de l'Anthropolab, c'est principalement des étudiants. Donc, on a plutôt des jeunes, ils ont 22 ans en moyenne. Ça a été plutôt des femmes, à 76%. Donc, on est confronté à des étudiantes, principalement, avec parmi ces participants 39% de fumeurs, mais simplement 11% de fumeurs quotidiens. Bon, donc on est loin de la population générale, c'est pas du tout représentatif.
mais telle n'était pas l'ambition, hein. Sur les éléments de santé, eh bien, ces participants se déclarent pour moitié en très bonne santé, même si on retrouve un quart d'entre eux qui déclarent une maladie chronique. Alors, ça nous a semblé élevé dans un premier temps, mais en population générale, selon les enquêtes, on aurait 46-48% de Français qui déclarent une maladie chronique. Alors, on ne sait pas si ça fait élevé ou pas. Sur des mesures comportementales d'attitude face au risque ou de préférence temporelle, on est sur un panel de participants assez classique, voilà, avec des éléments de préférence face au risque ou face au temps tout à fait normal. Alors, les premiers résultats, on les compare sur les indicateurs classiques, hein, d'émotion, de réaction et d'intention. Et le premier résultat, eh bien, on s'y attendait un peu et on est content de l'obtenir, c'est que le paquet neutre avec avertissement sanitaire suscitant des émotions négatives présente toujours une supériorité par rapport aux autres. Donc, le paquet existant, en fait, hein, le paquet standardisé existant aujourd'hui en France, eh bien, sur des indicateurs classiques d'émotion, réaction, intention, est plus efficace que les autres. Nos avertissements sont considérés comme crédibles, ce qui est déjà une bonne chose parce que on avait quand même quelques doutes sur leur construction. Ils ne génèrent pas d'envie. Ouf, voilà. C'était aussi un élément qu'un comité d'éthique de la recherche nous avait souligné pour notre expérience, c'était de dire est-ce que vous n'allez pas donner envie de fumer aux gens? Non. Donc c'est déjà pas mal, mais ils ne font jamais mieux que le paquet standardisé avec les avertissements conventionnels ou même que le paquet commercial avec avertissement conventionnel. On a des difficultés d'interprétation sur les indicateurs classiques, sur finalement le harm reduction, sur la cigarette électronique, on a du mal à interpréter les résultats. On a l'impression que les participants aussi, entre eux, voir ces cigarettes électroniques, c'est toujours de la nicotine quelque part, et ça s'apparenterait à des produits du tabac. Donc on est entre les deux et les résultats sont ambigus. Sur la disposition à payer, à acheter un livre de méthode d'arrêt du tabac pour les fumeurs ou de faire un don à une association de lutte contre le tabac pour les non-fumeurs, sachant que, je ne vous l'ai pas dit, mais en éco-expérimental, c'est un classique, sachant que les participants sont rémunérés, ils pouvaient gagner entre 15 et 18 euros, et donc sacrifier une partie de leur rémunération pour acheter soit un livre d'arrêt du tabac pour les fumeurs, soit de faire un don à une association pour les non-fumeurs. Et ce, en fonction de l'exposition des groupes auxquels ils ont été confrontés. Alors, premier résultat, les non-fumeurs donnent plus. Donc, les dons sont quasiment une fois et demie, 2 fois plus importants que les achats. Donc, les non-fumeurs sont prêts à sacrifier plus d'argent, peu importe auquel groupe ils sont confrontés. C'est un résultat plutôt classique en littérature. Les gens, quand ils donnent plus qu'ils n'achètent. Sur ces dispositions à donner ou à payer, rien ne fait encore mieux que, significativement mieux que le paquet standardisé avec avertissement conventionnel. Par contre, on observe des différences significatives chez les fumeurs qui vont payer significativement moins quand ils sont confrontés au paquet commercial avec avertissement conventionnel, à l'empowerment ou à la réduction des risques. Ici, leur don laisse supposer une moins grande efficacité de ces avertissements par rapport au paquet neutre. Un résultat plutôt intéressant, c'est dès lors que l'on tient compte du degré de dépendance à la nicotine. Alors, vous le voyez sur ce graphique, on mesure l'écart entre la disposition à payer ou à donner de chaque traitement par rapport à notre traitement de référence qui est le paquet standardisé avec avertissement conventionnel. Donc, sur la ligne 0, c'est l'avertissement standardisé avec avertissement conventionnel. Et on voit que les non-fumeurs, eh bien, finalement, il y a très peu d'écart sur les autres traitements, que ce soit les autres groupes de contrôle ou les groupes tests.
En tout cas, il n'y a aucune différence significative sur la disposition à donner. Sur les fumeurs non quotidiens, eh bien, on passe en dessous. On passe en dessous de la ligne, ce qui veut dire que pour tous les autres traitements autres que le paquet standardisé avec avertissement conventionnel, les gens, finalement, achètent moins cher le livre de méthode d'arrêt du tabac, sans différence significative. Chez les fumeurs quotidiens non dépendants, eh bien, c'est peu ou prou la même chose. Ils donnent toujours moins, enfin, ils achètent toujours moins cher le livre de méthode d'arrêt du tabac que lorsqu'ils sont confrontés eh bien, au paquet neutre standardisé avec avertissement conventionnel. Par contre, le résultat intéressant, c'est que les fumeurs quotidiens présentant une forte dépendance à la nicotine, eux, eh bien, mettent beaucoup plus en avant les autres pictogrammes et en tout cas les autres leviers psychologiques et en particulier la dissonance cognitive et l'engagement qui présentent eh bien, des paiements significativement plus élevés que ceux qui ont été confrontés au paquet standardisé avec avertissement conventionnel. Alors, ici, c'était de la statistique descriptive. On a voulu savoir ce qui se passait, toutes choses égales par ailleurs, en tenant compte des caractéristiques des individus, etc., etc. Donc, vous voyez, les fonctions de densité des dispositions à payer et à donner n'ont pas une distribution normale, ce qui fait qu'on utilise des modèles Tobit de Poisson ou de Poisson Zero Inflated Poisson en analyse économétrique. Ces analyses économétriques sur l'ensemble des échantillons confirment toujours la supériorité du paquet standardisé avec avertissement conventionnel. Les dispositions à payer et les dispositions à donner sont toujours plus élevées par rapport aux autres. Sauf que quand on isole le groupe de fumeurs dépendants, eh bien, ces dispositions à payer diffèrent et elles deviennent significativement supérieures pour les groupes qui ont été confrontés à la dissonance cognitive et à l'engagement. Ce qui nous amène à quelques recommandations de politique publique finalement assez simples. La première est de dire que le paquet standardisé avec avertissement suscitant des émotions négatives est clairement un outil de contrôle du tabac efficace. Ceci en population générale. Parce que le second résultat qu'on obtient montre que eh bien, ce paquet standardisé semble rater une cible populationnelle, à savoir les fumeurs dépendants. Et chez eux, eh bien, pour engager une démarche de changement, selon nos résultats, d'autres leviers psychologiques pourraient être mis en œuvre, comme eh bien, l'engagement ou la dissonance cognitive. Alors évidemment, il y a plein de perspectives de recherche par rapport à ces résultats. On est bien d'accord qu'on a testé la dissonance, l'engagement et les paquets standardisés avec avertissement conventionnel. On n'a pas tout mixé. On aurait pu mixer, faire plus de groupes en mixant les choses pour voir si les avertissements conventionnels eh bien, perduraient dans leur efficacité, si on mixait de l'engagement, etc. ou pas. Bon, il faudrait démultiplier la taille de l'échantillon. En tout cas, les perspectives de recherche, elles sont multiples. On pourrait croiser la disposition à payer avec les outils de la neuroscience. On pourrait travailler qualitativement de façon approfondie, chose qu'on n'a pas faite, chez les fumeurs dépendants des avertissements et des messages. Je vous le disais, on pourrait augmenter le nombre de participants, voire, et je sais que je rêve, mais créer une expérience réelle en différenciant les avertissements d'une région française à l'autre. On pourrait travailler sur d'autres supports, des petites cartes insérées dans les paquets de cigarettes, comme ça se fait dans différents pays. On pourrait aller vers d'autres drogues comme l'alcool, etc., etc. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'ai pas détaillé la méthodologie parce que notre protocole est publié dans le BMJ Open. Nous préparons aujourd'hui un article que nous allons soumettre à Social Science and Medicine d'ici quelques mois. Voilà, je vous remercie encore et j'espère pouvoir répondre à vos questions si des questions il y a. Merci beaucoup Christian d'avoir respecté le timing pas évident
pas évident, hein, 15 minutes, 20 minutes, voilà. Pour résumer un projet de recherche sur plusieurs mois, c'est pas simple. Écoutez, il y a déjà une question. Est-ce que finalement, entre les expériences en ligne et présentielles, comme prévu, ça a pu modifier des résultats et dans quelle mesure finalement ça aurait pu impacter du coup ces résultats-là? Oui, alors ça a été notre drame, hein. Voilà, les labos fermés, les locaux, l'accueil du public. Bon ben, du coup, effectivement, là, on a passé en ligne. Alors, on a travaillé la littérature sur la question. À ce jour, il y a trois papiers bon écrits par des cadors, hein, en économie expérimentale, où ils cherchent à comparer effectivement in-lab, out-lab. Euh, a priori, il y a très peu de différences identifiées. En ligne, le temps de passation des expériences peut être démultiplié, le taux d'abandon aussi est plus fort. Par contre, sur les réponses, il n'y a pas de différence significative observée qui ne peut être traitée économétriquement. Voilà, donc il y a des comportements certainement différents, mais si les échantillons sont assez importants, ils s'effacent finalement économétriquement après analyse en fait. Ce que disent ces trois papiers, effectivement, hein, ça nous a posé problème. Bon, faudrait peut-être le refaire effectivement in lab et comparer les résultats. Une question en lien avec le fait qu'il y avait beaucoup plus de participantes femmes du coup dans l'échantillon. Si finalement la population masculine était un petit peu plus représentée, est-ce qu'il y aurait eu un impact sur les résultats? Parce que du coup, on a notamment en tête que les femmes ne sont pas forcément, n'ont pas forcément la même sensibilité au tabagisme et elles sont potentiellement finalement des fumeurs moins dépendants. Oui, alors oui. Alors, c'est vrai que je m'étais pas posé cette question sur la sensibilité au tabagisme. Enfin, en fonction du sexe ou du genre, mais si on part du postulat que les hommes sont plus dépendants, ça voudrait dire que ils sont plus réceptifs à des messages qui ne suscitent pas d'émotions négatives, mais qui les invitent à utiliser finalement leur système 2, hein, comme dit Kalman. Euh, parce que, alors, les hommes seraient peut-être plus irrationnels, et du coup, il faudrait psychologiquement les inciter au changement. Parce que les émotions négatives, elles en appellent à quoi? Elles en appellent à la peur. Et je vais pas fumer parce que effectivement, il y a une image de poumon euh, abîmé et que je veux pas ça. D'accord. Donc rationnellement, c'est marqué dessus, faut pas fumer. Fumer tue. D'accord. Sauf que les gens le font quand même. Du coup, c'est pas des messages de rationalité qu'il faudrait envoyer, mais des messages, voilà, des leviers un peu différents. La dissonance cognitive est parlante. Votre santé vous importe, mais alors pourquoi fumez-vous? Ah oui, c'est vrai. Alors, vous voyez bien que c'est pas un message totalement positif parce qu'il pourrait être, comme on contrarie l'individu, il pourrait considérer que c'est négatif. Mais alors, j'ai pas tellement de réponses. Faudrait peut-être on a fait des traitements hommes-femmes, hein. Je crois pas qu'il y ait des choses très significatives qui ressortent. Mais si on considère que ce sont les hommes qui sont les plus dépendants à la nicotine, ça serait eux les plus réceptifs à des messages n'en appelant pas à la rationalité fondée sur la peur. Ce qui voudrait dire que les femmes sont plus réceptives, peut-être parce que moins dépendantes, et que c'est peut-être plus facile pour elles de diminuer ou d'arrêter euh, lorsqu'elles sont confrontées à des messages rationnels euh, les, leur faisant peur ou quelque chose comme ça. Une autre question qui demanderait peut-être à ce que les avertissements sanitaires seraient à... Pardon, je vais la reposer. Pourriez-vous définir le nudge?
et expliquer pourquoi les avertissements sanitaires sont une pratique de nudging, du coup. Alors, le coup de pouce, le nudge, hein, alors c'est Fabrice le spécialiste hein, de cette question, mais encore une fois, quand on en appelle à la rationalité au système 1, si je me souviens bien, chez Kahneman, euh, on voit bien que ça peut ne pas fonctionner pour tout le monde. Que du coup, il faut en appeler au système 2 ou l'inverse, je me souviens jamais, à savoir des coups de pouce, des nudges, euh, euh, voilà, un levier qui en appelle à peut-être autre chose que la rationalité parfaite et qui vient heurter des habitudes de vie que l'on fait sans réfléchir finalement. Euh, sur l'empowerment, quand on écrit l'envie va passer, c'est vrai que l'envie va passer. C'est vrai. Et rappelons-le à l'individu. Enfin, mais rationnellement, il le sait déjà, en fait, que s'il prend pas cette cigarette et qu'il ne fume pas, l'envie va passer dans les 5 minutes et il pourra refaire une partie de vie sans. Bon, du coup, on voit bien que utiliser potentiellement des avertissements sanitaires, comme on l'a fait avec la dissonance cognitive ou l'engagement, en appelle moins aux habitudes de vie des individus qui se font sans penser, sans réagir, euh, et à une autre façon de voir les choses finalement. L'engagement est intéressant aussi. On comprend bien, enfin, les gens, finalement, ça les heurte. Le fumeur quotidien qui prend son paquet de cigarettes, qui prend une cigarette et qui l'allume, le fait sans le réfléchir. Euh, euh, alors que quand on l'invite peut-être à s'engager à ne pas le faire, ça en appelle à quelque chose d'autre. Alors, je suis pas très clair, je suis désolé, je m'entends moi-même, hein, mais les nudges, c'est assez particulier. Est-ce que vous pensez que ce serait pertinent, du coup, vous en avez un peu parlé dans les suites de ce travail, mais du coup de faire une étude similaire sur les avertissements en lien avec du coup l'alcool? Parce que, étant donné qu'il y a quand même une différence d'image et d'accessibilité entre l'alcool et le tabac. Oui, oui, évidemment, oui, oui, j'étais perdu dans mes pensées parce que ça augure d'un marketing social, si j'ose dire, à travailler en fonction d'autres leviers psychologiques. Et c'est ça qui est intéressant, me semble-t-il. Euh, on a travaillé les avertissements. Alors, dans le protocole, vous le verrez si, pour ceux qui sont intéressés, hein, on les a fait nous-mêmes. On a travaillé avec une graphiste indépendante de la pleine image à Roubaix. Voilà, ça a été assez artisanal, hein. On a 2 psychologues dans l'équipe. On a travaillé entre nous. On a confronté tous les pictos qu'on avait créés à un groupe d'experts de santé publique en France qui nous a fait une première sélection, un premier retour sur lesquels, selon eux, avaient le plus de pouvoir d'agir ou de pouvoir d'impacter. Mais on voit bien qu'on les a pas travaillés comme on aurait pu le faire. C'est pour ça que je disais qu'il fallait travailler qualitativement plus en profondeur ces pictogrammes qui n'en appellent pas à des émotions négatives. Quand je vous dis ouf, ils ont été jugés comme crédibles et surtout qui ne généraient pas d'envie, c'est parce qu'on avait cette inquiétude-là, hein. On est économiste, psychologue, on n'est pas spécialiste du framing ou de la littératie voilà des choses comme ça. On aurait pu complètement tomber à côté de la plaque sur des avertissements et des pictogrammes positifs qui suscitaient de l'envie de fumer. Bon, alors aller sur l'alcool, sur les médicaments, sur les drogues légales, hein, finalement, qui ont un packaging, oui, 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 c'est tout à fait envisageable. Et il faudrait travailler peut-être un peu plus qualitativement les messages et les pictogrammes. Mais on voit bien, si je peux me permettre, hein, je ne sais pas si. Alors, euh, avant de finir, je rends hommage à Karine Galopel-Morvan qui nous a été, voilà, nous a relu, corrigé, enfin,
merci Karine, mais, mais oui, oui, on peut tout imaginer. Vous voyez bien que le pictogramme femme enceinte sur les bouteilles d'alcool, enfin, c'est une vaste blague. C'est pour ça que je pense à Karine. Enfin, c'est une vaste blague. Les lobbies alcooliers discutent l'augmentation au millimètre de ce pictogramme. Bon, voilà. Enfin, alors, si demain on pouvait apposer des avertissements sanitaires et textuels sur les bouteilles d'alcool, bon là, on commencerait une vraie politique de santé publique autour de cette drogue, quoi. Alors, je pense qu'on peut faire encore peut-être 2 questions rapides avant de clôturer le café. Finalement, est-ce que la meilleure efficacité des avertissements conventionnels, est-ce que une des raisons, ce ne serait pas finalement que ce sont aussi des pictogrammes déjà plus connus, et du coup, il y a eu un biais dans les résultats par rapport à ça? Oui, oui, absolument. C'est une vraie interrogation. On a essayé de corriger ce biais en prenant, je pourrais vous les repasser si vous voulez, en prenant des pictogrammes qui existaient en France il y a quelques années. C'est pas des pictogrammes actuels. Alors quelques années, je crois que c'est 5 ans, 5, 7 ans. Ils sont pas présents en Belgique non plus. On n'est pas loin de la frontière belge. On a vérifié ça. Sur notre population qu'on connaissait, qu'on savait jeune, on espère que ce biais est diminué, qu'ils les ont jamais vus finalement. Alors, ils ressemblent beaucoup aux avertissements sanitaires négatifs actuels, mais c'est pas les mêmes. Donc, on pense que la force de l'habitude, à dire bah, c'est ce qui existe, alors c'est ce qui est efficace, eh ben, on a essayé de le minimiser. Mais je suis entièrement d'accord, ça peut être un biais, un biais effectif. Mais encore une fois, notre problématique était aussi de savoir si une mesure comportementale d'acte d'achat, d'acte de don, de sacrifice monétaire pouvait être utilisée comme une mesure comportementale d'efficacité des avertissements. Et la réponse ici est plutôt oui, parce que eh bien, on confirme toutes les autres études internationales et celle de Karine Galopel-Morvan sur la question du paquet neutre et des avertissements qui suscitent des émotions négatives. Dit autrement, nos dispositions à payer, nos dispositions à donner confortent tous les indicateurs classiques d'émotion, de réaction, d'intention. Donc ça, c'était aussi notre premier but. Écoutez, je vais vous poser peut-être la dernière question avant qu'on clôture ce webinaire. Est-ce que vous avez un peu une idée s'il y a d'autres pays qui ont pu adopter ce genre d'avertissements qui ne sont pas fondés du coup sur des émotions négatives? Et si vous avez des exemples, de quel type? Sur le tabac, non. Il y a beaucoup d'avertissements à travers le monde, hein, donc prenez mes dires avec précaution. Sur le tabac, non. Par contre, on a un papier de Pure Medi et Al 2017 qui s'intéresse aux labellisations et aux avertissements sanitaires sur un ensemble de domaines, tabac, alcool, produits ménagers, etc., etc. Et sur d'autres choses que le tabac, effectivement, il y a des avertissements positifs, mais ils sont plutôt rares. Et dans ce papier, c'est pour ça qu'on a utilisé la réduction des risques. Dans ce papier, les auteurs mettent en exergue que les modifications, enfin les changements comportementaux sont plus forts dans d'autres domaines que le tabac, hein, quand on invite le consommateur ou l'individu à faire attention, mais non pas à s'abstenir finalement. Alors, je pense à manger bouger, par exemple, ou 5 fruits et légumes par jour. C'est des avertissements, enfin, c'est des messages plutôt positifs, quoi. Donc, vous voyez bien que autre part ailleurs que dans le tabac, c'est utilisé. Et c'est en ça qu'aussi que notre papier, enfin, notre étude là, elle est fondée théoriquement, hein. Alors, je me suis mal débrouillé sur les nudges,
mais le fondement théorique est là, hein. Et du coup, aller chercher des messages positifs, au lieu de dire arrêtez de manger des graisses insaturées, dire mangez plutôt des fruits, vous voyez bien que le framing est différent et le côté négatif positif d'interdiction d'un côté et d'incitation de l'autre, voilà. Donc ça doit se faire dans d'autres pays. Alors sur le tabac, des messages positifs dans d'autres pays, j'en ai pas connaissance, mais sur d'autres produits, ça existe. Oui. Ah oui. Votre réponse. Pour les réponses, les questions qui n'ont pas pu être posées, n'hésitez pas à nous les transmettre. On les transmettra à Christian. Voilà, il se fera un plaisir du coup pour vous répondre. Et voilà. Et avant de clôturer ce café, j'aimerais également vous inviter à noter dans vos agendas les 2 prochains événements qui vont être organisés par notre institut. On aura un prochain café de l'IRESP qui se déroulera le 22 juin à 13 h et qui portera sur la vaccination contre les papillomavirus, comment en parler avec les adolescents. Ce sera présenté par Judith Muller, qui est donc médecin épidémiologiste et professeur à l'EHESP. Et notez également le 7 juillet 2022 un grand rendez-vous de l'IRESP qui va se dérouler cette fois-ci sur la journée entière de 9 h à 18 h et qui portera sur la recherche sur la démocratie en santé dans le champ de la santé mentale. C'est un événement qui se déroulera à Paris, mais qui sera également en format hybride et diffusé en direct. Donc, toutes ces informations concernant ces 2 prochains événements, vous pouvez les retrouver bientôt disponibles sur notre site iresp.net. Et n'hésitez pas également à vous inscrire à notre newsletter qui diffuse ce genre d'informations et plein d'autres en lien avec la recherche en santé publique. Donc, voilà, je vous souhaite à tous une bonne après-midi et à très bientôt. Merci encore. Merci beaucoup. Au revoir.